on va commencer en bonne méthode de séminaire par dresser un peu la perspective qui va ordonner cette séance, une séance qui a une visée très générale, qui est au fond de reprendre dans une perspective assez large, assez longue durée, la manière dont a émergé l'actuel rapport au mourir. Alors, ce qui domine dès qu'on s'intéresse à la manière dont les hommes se rapportent à la mort des autres, à leur mort propre, au fait de mourir, ce qui domine, c'est un discours assez commun, une vision qui d'ailleurs n'est pas seulement celle du discours ordinaire, mais qui est aussi pour une part celle du discours savant, et qu'on peut au fond cadrer en 3 points principaux. Premier point, c'est que la mort est la plus universellement humaine de toutes les expériences, hein, et même probablement l'expérience constitutive de l'humain, puisque l'une des choses qui possiblement pourrait distinguer l'homme de l'animal, c'est que les animaux, eux, ne savent pas qu'ils vont mourir, sauf peut-être qu'ils sentent un certain nombre de choses dans les moments ultimes, mais en même temps, ils ne vivent pas leur vie durant avec la pensée de la mort, ce qui est au contraire le propre de l'homme, au moins jusqu'à un certain point. Cette idée, au fond, qu'il y aurait une sorte d'expérience universelle de la mort, un noyau là, qu'on pourrait tenir, une sorte de noyau humain d'expérience humaine par excellence, on admet volontiers que cette expérience, elle est habillée, elle est mise en scène par les différentes cultures et aussi par différents groupes sociaux à l'intérieur d'une culture donnée, qui se représentent cette expérience de façon différente et qui la gèrent de façon différente. Mais au fond, même si on admet assez couramment cette variation, cette variabilité des manières de gérer le mourir selon les sociétés, bon, il s'agirait au fond malgré tout de formes contingentes qui entourerait une expérience dont le noyau pourrait être substantiellement repéré comme l'expérience humaine par excellence. Deuxième point qui va avec cette première posture, c'est que dès lors qu'on se situe dans cette perspective d'une sorte d'expérience centrale qui serait habillée culturellement de diverses façons, on entre aisément, très aisément même, trop facilement peut-être, je vais y revenir, dans une présentation linéaire du point de vue historique du rapport des hommes à la mort dans le temps. On passerait, si vous voulez, d'un habillage représentatif de l'expérience du mourir à un autre, à travers les transformations sociales et culturelles qui imposeraient ces changements. Donc l'idée que finalement, voilà, on pourrait faire une sorte de grande trajectoire de l'histoire du mourir qui serait linéaire. Et sur ce continuum, et c'est le troisième élément que je voudrais souligner, très classiquement, on admet que, au fond, s'effectue, le long de cette trajectoire qui remonte au plus profond, on admet qu'on aurait quelque part une sorte de perte continue du sens de la mort. L'idée, au fond, que, et surtout quand on s'approche de la période dans laquelle nous vivons, nous entrerions dans une période d'évidement ou d'appauvrissement du sens de la mort par rapport à des temps que nous nous représentons où, suppose-t-on, la mort, elle, avait une densité, une centralité et surtout une mise en forme culturelle beaucoup plus riche et beaucoup plus consistante que nos sociétés. Alors le point ultime, bien sûr, c'est nous-mêmes, et le point ultime serait la dissimulation contemporaine de la mort. Au fond, l'idée qu'il y aurait un rapport, qu'il y aurait eu autrefois dans un passé que nous nous donnons pour une large part, un rapport riche, proche, intense à la mort qui suscitait des ritualisations extrêmement sophistiquées et qu'aujourd'hui, du fait de la dénégation et même du mensonge à nous-mêmes que nous passons notre temps à entretenir en ce qui concerne notre propre rapport à la mort, eh bien nous vivrions dans un rapport beaucoup plus pauvre, très appauvri à cette expérience centrale. Vous reconnaissez assez facilement ce discours. Il est très largement réparti et il a bien entendu une certaine tonalité nostalgique. Hein. Ah, que les sociétés de la tradition étaient belles, qu'elles étaient riches, qu'elles étaient pleines de symbolique
qu'elles étaient pleines de rites. Nous autres modernes sont vraiment des barbares, disent certains, en tout cas des gens qui sont plus capables de gérer le symbolique. Alors c'est très intéressant pour un sociologue des religions de repérer cela, de repérer cette sorte de repérer ce discours très très général autour de la mort. C'est très intéressant parce qu'évidemment, il y a un parallèle saisissant à faire avec la perspective classique concernant l'histoire religieuse et le devenir religieux des sociétés. Là aussi, la sociologie et l'histoire des religions ont mis en scène une certaine histoire, une certaine sociologie, ont mis en scène pendant très longtemps et jusqu'à une date très récente ce schéma d'un religieux plein des sociétés de la tradition auquel on opposerait la pauvreté spirituelle et religieuse des sociétés modernes dans lesquelles, comme disait un de mes collègues américains dans les années 70, ne peuvent guère émerger que des ersatz de religion. Alors, on pourrait se demander si il y a un rapprochement qui est intéressant là, parce que d'une certaine façon, quand on parle de la mort, on s'aperçoit qu'on a un peu la même perspective. Les sociétés modernes auraient des manières de se rapporter à la mort qui seraient des ersatz, un pâle écho de ce que le rapport à la mort fut dans les sociétés anciennes ou bien dans les sociétés traditionnelles exotiques. Alors, ce point de vue, il peut être, et de façon évidemment beaucoup plus construite que ce que je viens de dire, de façon schématique, il peut aussi présider et organiser le discours savant. Si vous prenez un livre qui a une fortune considérable, qui est en un sens un beau livre, qui est L'histoire de la mort en Occident de Philippe Ariès, il est là, je crois, sur le présentoir, parce qu'il est paru dans une petite collection de poche, vous avez d'une certaine façon une présentation, alors savante, j'entends bien, mais savante, de ce discours de la perte. Ariès parle très explicitement de la mort familière, proche, atténuée, ou en tout cas maîtrisée, atténuée comme événement intolérable, et maîtrisée par la société par rapport, dit-il, cette mort familière, par rapport à la mort ensauvagée des sociétés modernes. Bien entendu, il faut s'entendre sur le mot familier. C'est clair que la mort était plus familière au sens de plus ordinaire et plus banale dans des sociétés où on mourait jeune et où les conditions de vie étaient ce qu'elles étaient. Mais, ce qui nous renseigne sur le sens du mot familier tel qu'Ariès l'utilise, c'est le fait que pour parler de nos sociétés, il parle de mort ensauvagée. C'est-à-dire de sociétés dans lesquelles nous serions au fond incapables de vivre avec dignité le tragique de la condition mortelle parce que la mort nous fait une peur bleue. Bon. La mort nous fait une peur bleue alors que la familiarité supposée des sociétés du passé laisse entendre que peut-être, eh bien, la mort ne faisait pas peur, ou en tout cas pas peur autant. Le signe de la peur contemporaine de la mort, c'est la manière dont on la cache, dans laquelle on laisse les mourants dans la solitude psychologique et l'isolement social. C'est en particulier la très grande précaution, voire le total silence sur la mort quand il s'agit d'en parler ou de n'en pas parler plutôt aux enfants. Alors, cette perspective, elle pose toutes sortes de problèmes pour un sociologue et aussi pour un historien parce que je vais évoquer d'autres approches historiographiques de la mort. C'est une perspective qui pose d'énormes questions s'agissant de l'ouvrage d'Ariès, qui, je répète, est très agréable et très passionnant à lire et qui est très bien documenté à certains égards. Il pose des problèmes proprement historiques, et notamment des problèmes de source, puisqu'il n'y a rien de plus difficile que de savoir comment les gens mouraient dans le passé. Donc on utilise pour le savoir des documents littéraires avec des récits de morts héroïques, par exemple, et il est bien évident qu'il n'est pas absolument garanti que ces morts héroïques dont on a les traces littéraires rendent quelque part compte de ce qu'était le vécu ordinaire de la mort pour tout un chacun. Bon. Ça, c'est un problème de source avec les effets d'optique, et en particulier, par exemple, chez Ariès, très clairement, la manière dont il ne parle pas de la peur de la mort au Moyen-Âge, ou très peu, il l'évoque, mais très peu, au contraire, il évoque l'espèce de domination superbe de celui qui sait qu'il va mourir et qui s'y prépare, et il parle très peu du fait que les gens ordinaires regardaient les chapiteaux où on leur présentait d'une façon tout à fait horrifique les tourments qui attendaient les damnés en enfer, et je doute fort que ceci ait assuré la paix de leur âme.
Donc il est vraisemblable qu'au Moyen-Âge, si nous avons très peur de la mort, il n'est pas dit que les hommes du Moyen-Âge en avaient moins peur, même si on rapporte des morts héroïques, des morts parfaitement dominées par le héros ou le saint. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui me pose le plus de problèmes, en un sens, c'est le présupposé anthropologique qui est derrière cette lecture, je répète, qui est très largement partagée aussi par une littérature de spécialistes de la question de la mort, qu'on trouve notamment très nombreux, des bataillons. Si vous allez dans une librairie aujourd'hui, vous pouvez être frappé au rayon mort, à la Procure par exemple, vous verrez quasiment des maîtres linéaires sur la mort, mais si vous allez dans une librairie anglo-saxonne, c'est encore plus frappant, parce qu'il y a vraiment, notamment en Angleterre, des escadrons, disent mes collègues sociologues de façon un petit peu impertinente, de gens qui travaillent sur la mort. Alors, le présupposé anthropologique, souvent, pas toujours, hein, je ne voudrais pas caricaturer du tout les choses, mais le présupposé anthropologique, c'est toujours l'idée, au fond, d'une homogénéité fondamentale du rapport à la mort, même si les sociétés sont plus ou moins capables d'encadrer symboliquement cette expérience, parce qu'elles ont pour le faire des ressources inégales. Et puis, évidemment, et il faut bien reconnaître que c'est assez sensible chez Ariès, le présupposé idéologique, qui est que derrière ça, il y a une critique de la modernité qui saute aux yeux. Les sociétés modernes seraient des sociétés où, aussi bien du point de vue de la religion, des croyances, des rites, de la sociabilité et de la mort étant le point ultime de cette perte généralisée, nous aurions affaire avec un véritable évidement qui nous rendrait platement attachés aux choses du monde, obsédés par l'immédiat et incapables, au fond, de nous situer véritablement par rapport à cette expérience du mourir. On oublie, par exemple, dans cette tonalité nostalgique, anti-moderne, que ce que représente pour les civilisations la libération précisément de la peur de l'enfer. Et ce qu'a représenté du point de vue de l'acquiescement des individus à leur propre humanité, le fait de ne pas vivre dans cette angoisse permanente du jugement. Ce qui ne signifie pas qu'ils étaient moins religieux, mais il y a d'autres façons d'être religieux et de penser la question du salut que de la penser dans l'obsession de l'enfer. Ce que j'aimerais donc faire ce soir, c'est plutôt introduire un autre point de vue sociologique qui est bien entendu un rapport direct avec ma propre expérience de sociologue des religions, qui travaille depuis des années sur le fait que la crise des grandes religions instituées, la crise de la religion institutionnelle, la crise des observances, la crise des pratiques, ne signifie absolument pas que nos sociétés modernes soient des sociétés moins croyantes que les sociétés du passé. Au contraire, j'aurai l'occasion d'y revenir, les sociétés modernes sont des sociétés où la croyance prolifère, mais simplement elles prolifèrent et elles s'organisent autrement que dans les sociétés du passé. Alors ce point de vue sociologique qui est le mien, s'agissant spécifiquement de la question de la mort, je le trouve magnifiquement présenté dans un tout petit texte d'un sociologue qui s'appelle Norbert Elias et qui s'appelle « La solitude des mourants ». Et dans ce petit texte, Norbert Elias, au fond, exprime très bien ce que j'aimerais souligner fortement ce soir, à ma manière. La première chose, c'est qu'il n'y a pas d'expérience première, fondamentale, authentique, extrasociale, qu'on pourrait, une sorte de noyau qu'on pourrait arracher en quelque sorte aux déterminations sociales, et qu'au fond, s'il y a une universalité de la mort, elle se trouve dans son caractère d'impératif biologique. Effectivement, la manière dont les dispositifs cellulaires et les processus physiologiques s'interrompent participent, et encore, mais enfin c'est probablement beaucoup plus en tout cas que les processus symboliques, participent d'une certaine universalité. Mais pour le reste, vous savez, on est un petit peu comme si on essayait de peler un oignon. Quand on pèle un oignon, on enlève une pelure, puis une autre pelure, puis une autre pelure, et on espère toujours que, une fois qu'on aura enlevé toutes les pelures, on va enfin trouver le noyau de l'oignon. Et en réalité, il n'y a pas de noyau. C'est l'agencement des pelures qui fait l'oignon. Et ça, c'est une expérience. Alors bon, pour dire les choses un peu trivialement, je la sers régulièrement à mes étudiants, parce que c'est une expérience classique du sociologue.
on espère trouver le noyau, au fond, extrasocial qu'on pourrait arracher au social. Et en fait, ce ne sont que les différentes couches de la construction sociale, psychologique évidemment, etc., des phénomènes qui les font tenir comme phénomènes appréhendables par nous. Au fond, et c'est le deuxième point, le sens que donnent les sociétés à la mort, comme à toutes les expériences humaines, celle de la naissance dans une famille, celle de la sexualité, celle de la souffrance, etc., le sens que donnent les sociétés à la mort, comme à toutes les expériences humaines, est de part en part une production de la société. Les cultures ne mettent pas en musique de façon variable un sens reçu d'ailleurs, une expérience qui émergerait ailleurs que dans le social lui-même. Les cultures produisent le sens de toutes ces expériences à partir des données et des ressources qui correspondent à une phase donnée du développement de l'humanité. Ça, c'est le cœur d'une posture sociologique pour aborder ce problème. Alors, entendons-nous bien, je ne dis pas du tout que c'est la seule. Je ne dis pas que l'entrée sociologique soit exclusive. Le travail du sociologue consiste à opérer délibérément cette mise à plat de la dimension sociale de toute expérience et de l'expérience de la mort en particulier. On peut imaginer d'autres entrées. C'est exactement la même chose quand il s'agit de travailler, pour le sociologue des religions que je suis, sur l'expérience religieuse. Bon, le sociologue va montrer que c'est de part en part que la production de sens que réalise l'expérience religieuse est une production sociale, hein, et qu'il n'y a pas une sorte de noyau du religieux qui flotterait on ne sait où. Mais ça n'interdit pas d'autres entrées, l'entrée du psychologue, l'entrée du psychanalyste, l'entrée du croyant lui-même, l'entrée du théologien, l'entrée de l'anthropologue, qui peuvent porter sur cette réalité des points de vue différents à partir d'une autre entrée. M'exprimant ici comme sociologue, et je pense que c'est extrêmement intéressant dans un séminaire de faire apparaître clairement les points de vue disciplinaires à partir desquels on s'exprime, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les sociétés produisent ce sens à partir donc des données et des ressources qui correspondent à une phase donnée du développement de l'humanité. Alors après ces préliminaires méthodologiques, mais qui sont vraiment indispensables, entrons un peu dans la question elle-même. Donc l'idée que je vais essayer de décliner, c'est que chaque moment clé dans une société fait émerger des configurations spécifiques du rapport à la mort, et à cette configuration correspondent des comportements qui sont propres, des manières spécifiques pour les individus de se rapporter à eux-mêmes et aux autres s'agissant de la mort. Alors cela englobe le rapport à celui qui va mourir, le rapport au corps mort de celui qui a cessé de vivre, et tout ce qui tourne autour du traitement du cadavre. Cela inclut les manières de se souvenir. On ne se souvient pas de la même façon dans toutes les sociétés. Cela incorpore la manière d'anticiper sa propre mort et peut-être surtout sa propre agonie. Cela inclut les manières de résoudre la peur. Peur qui, bien entendu, était présente à toutes les époques, mais qui ne constitue pas, si on ne la spécifie pas, une expérience identifiable en tant que telle. Bien entendu, on avait peur au Moyen-Âge, on a peur aujourd'hui, on a peur en Chine ou dans l'Antiquité. Si on entend par là tout ce qui a trait à l'intolérable évidence de devoir arrêter de vivre. Oui, quelque chose qu'on peut appeler la peur, mais des peurs qui incorporent des représentations, des manières de se situer dans le monde, qui impliquent des comportements et des façons de se conduire dans la vie qui n'ont probablement rien à voir entre elles. Alors du point de vue historique, pour moi, je parlais d'Ariès de façon un peu critique tout à l'heure, tout en disant en même temps le bonheur que c'est de lire Ariès. Pour moi, la problématique historiographique qui me paraît la plus consistante par rapport au préliminaire que je viens de poser, c'est le travail gigantesque, énorme, la somme qu'a réalisé Michel Vauvel, un autre historien, qui débat d'ailleurs vigoureusement avec Ariès. Vauvel, dans un très gros volume qui est paru chez Gallimard,
qui s'appelle La mort et l'Occident de 1300 à nos jours. Et Wawel, précisément, bien qu'il ne parle pas comme ça, parce que c'est plutôt un langage de sociologue, mais il travaille de cette façon, Wawel identifie des configurations historiques du mourir. Bon, il part de 1300, du Moyen-Âge. Et il part de 1300, pourquoi? Parce qu'au Moyen-Âge, à cette époque, dans cette période-là du début du XIVe siècle, se joue quelque chose d'extrêmement intéressant qu'il appelle le triomphe de la mort. Le triomphe de la mort, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'Occident, sur les tableaux, sur les chapiteaux, dans l'architecture, en particulier dans les tableaux italiens, on va figurer la mort, on va la représenter, on va lui donner une figure. Ça peut être la figure de cette femme plus ou moins voilée, avec une faux, etc. Bon, mais les tableaux italiens du XIVe siècle représentent, pour la première fois dans l'histoire de l'art, figurent la mort. Et ceci correspond bien entendu à une expérience. Ça ne tombe pas du ciel, cette représentation de la mort. Si on la représente, c'est que l'Europe entière vit un tournant absolument majeur dans ce siècle, dans la première moitié du XIVe siècle. Le pivot historique de ce triomphe de la mort, eh bien, c'est la Grande Peste. C'est la Grande Peste qui va produire une sorte de séisme dans les mentalités en tuant des millions de personnes à l'échelle de l'Europe entière et qui va donc rendre, mais extraordinairement présente dans la conscience collective, l'évidence de la mort. Ce triomphe de la mort va durer au-delà du cataclysme et du traumatisme de la Grande Peste, dans les deux siècles, tout au long du XIVe et aussi du XVe siècle, parce que ce sont des siècles de basso démographique. Ce sont des siècles qui sont des siècles de l'homme rare. Ce sont des siècles de rareté démographique. Et dans lequel donc la mort prend une sorte de densité d'autant plus forte qu'on n'est pas dans une période où il y a des naissances et où... ce sont des siècles de très basse eau démographique. Si on prend cette configuration du triomphe de la mort sur fond d'épidémies dramatiques, d'hécatombes dans les villes entières, et puis de faiblesse démographique, on voit très bien comment il est possible, à partir de cette première configuration, de repérer une autre qui va lui succéder, qui est extrêmement différente, qui est la configuration qui correspond en gros au temps de la Renaissance, des Renaissances et de la Réforme, des réformes. Une autre configuration qui correspond, et les données concrètes sont très importantes, qui correspond à un essor global de la population, bien que la famine et la maladie restent omniprésentes en Europe à cette époque, mais où, au moment même de la remontée démographique, au moment même aussi du développement économique qui va de pair avec ce développement démographique, on s'aperçoit que va surgir dans cette société qui, au fond, réclame de vivre, une contestation de la mort. Une contestation de la mort qui correspond à la montée de l'humanisme, à l'émergence de nouvelles aspirations dans un monde différent. Ce temps des réformes, c'est aussi le temps des grandes révoltes de paysans, tout d'un coup de sociétés entières qui contestent l'oppression, la fatalité qui pèse sur eux, et qui font valoir la possibilité du triomphe humain sur cette chape de plomb que représente la mort. Et de ce point de vue-là, la réforme, en un sens, va théologiser cette victoire sur la mort. Elle va faire une théologie, une nouvelle théologie, elle va faire émerger une nouvelle théologie, non plus obsédée par le jugement et la damnation qui risque de suivre, bien que, et notamment chez Luther, la crainte de la mort soit extrêmement aiguë et permanente. Il redoute épouvantablement l'expérience de la mort, mais précisément, ce qui va se jouer dans la théologie luthérienne, c'est la magnification de la grâce divine qui implique que l'homme, en dépit de cette chape de plomb qui pèse sur lui, doit pouvoir faire confiance. Confiance à Dieu,
pour pouvoir faire confiance en l'homme, un des ressorts majeurs de la Réforme. Si bien qu'on assiste au moment de la Réforme à une véritable révolution théologique du rapport à la mort, mais qu'on ne peut comprendre que si on la place dans une configuration à la fois démographique, économique, culturelle, qui est nouvelle. En particulier, avec la Réforme, la vie n'est pas définie par la préparation de la mort. Il s'agit de vivre en chrétien, non pas dans l'obsession de son sort après la mort, mais pour témoigner de l'actualité, de la présence de la grâce dans sa vie. Donc, en un sens, le dernier passage, la mort elle-même, est non pas du tout dissimulée, y compris dans les aspects du jugement, etc., mais elle est dédramatisée. Elle est dédramatisée puisque dans cette vie, l'homme doit témoigner par la foi de la présence de la grâce, de la présence de l'amour divin, qui prime donc sur cette anxiété permanente. Le dernier passage est dédramatisé, ce qui a des implications liturgiques très fortes. Il n'y a plus, avec le protestantisme, de prière pour les morts. On ne prie pas pour les morts, on fait confiance à Dieu. On fait confiance à Dieu, et ceci a marqué toute la tradition protestante très fortement, au point que on s'aperçoit très bien quand on regarde la liturgie protestante encore aujourd'hui, à quel point elle est, on parle toujours de sobriété, mais alors s'agissant des funérailles, c'est la sobriété la plus extrême. C'est la sobriété la plus extrême puisqu'il s'agit de reconnaître la puissance divine, jusque dans la manière de se situer de façon relativement calme et paisible par rapport à un passage dans lequel on s'en remet à cette grâce. Alors c'est assez intéressant parce qu'on parle toujours, par exemple, de l'appauvrissement de la liturgie des mourants, de l'appauvrissement des rituels, qui serait le fait de notre toute dernière modernité. Le moment d'une transformation radicale dans l'Europe protestante, c'est-à-dire dans la moitié de l'Europe, de cette ritualisation autour du mourir, c'est bien le moment de la Réforme. Qui est ce nouveau rapport à la mort? On ne peut rien y comprendre si on ne réalise pas qu'il est d'abord et avant tout commandé par une nouvelle manière de concevoir la vie elle-même. La vie elle-même, non comme la vie dans ce monde, comme lieu où le chrétien accomplit sa vocation, c'est-à-dire réalise en lui la grâce. C'est le nouveau rapport à la vie qui fait que la virtuosité religieuse ne va plus s'exercer en se retirant du monde comme les moines, mais en exerçant son métier de façon rationnelle dans ce monde-ci. C'est cette transformation du rapport à la vie, propre à la Réforme, qui induit ce nouveau rapport à la mort. Et donc, là aussi, il me semble que nous devons faire attention. Ça jette un jour intéressant sur l'idée de l'appauvrissement symbolique qui se mesurerait à la diminution de ritualité. Ce n'est pas du tout un appauvrissement symbolique que de concevoir une grâce active dans la vie qui permet de se rapporter à la mort comme à un passage pour lequel Dieu tranche, mais on lui fait confiance et on ne prie pas pour les morts. Au fond, leur destin est scellé en Dieu. Cette manière, donc, d'évoquer toujours la perte de substance symbolique à partir du degré de ritualisation, il faut le regarder de très près. Il y a là, dans le moment du XVIe siècle, une déritualisation théologiquement pensée qui est associée à un désenchantement du monde qui s'opère de l'intérieur de la religion elle-même et pas seulement de l'extérieur. Et vous voyez bien que là, dans cette manière de transformer le rapport au monde et donc le rapport à la mort, ce qui est en jeu, bien sûr, c'est la montée de l'individualisme, c'est l'émergence d'un individualisme qui va se fonder sur l'expérience fondatrice que constitue le rapport sans médiation de l'individu à son Dieu. Cette relation démédiatisée de l'homme à son Dieu qu'institue la Réforme est au principe d'une nouvelle manière de se comporter dans le monde et donc d'une manière effectivement déritualisée, mais pas moins forte symboliquement, de penser le rapport à la mort. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'histoire européenne, on s'aperçoit très bien que ce n'est pas une sorte de continuum
où les choses se passeraient d'une façon parfaitement linéaire et homogène. On s'aperçoit qu'au contraire, il y a des mouvements qui tirent en sens inverse. Ce qui est intéressant, après ce qu'on vient de dire de cette rationalisation individualiste de la mort qui s'opère au moment de la Réforme, ce qui est intéressant, c'est de mettre au regard ce que Vauvel appelle, et je trouve que la formule est excellente, le grand cérémonial de la mort à l'âge baroque, au XVIIe et dans le premier XVIIIe siècle. Mais un grand cérémonial qu'il faut regarder de près. Oui, le monde baroque est un monde dans lequel on assiste, contrairement à cette intimisation, à cette privatisation, individualisation rationnelle de la mort qu'avait lancée la Réforme et qui va continuer à travailler dans notre société jusqu'à nos jours, on assiste à une formidable mise en spectacle de la mort des grands. Et le grand cérémonial de la mort à l'âge baroque auquel pense Vauvel, c'est bien entendu les enterrements des rois, c'est bien entendu la mort de l'infante, c'est les sermons de Bossuet, c'est évidemment cela la référence. Donc, l'âge baroque, une formidable mise en spectacle de la mort des grands. Mais en même temps, c'est une période où on voit fleurir, dans les milieux éclairés, où on écrit bien entendu, où on voit fleurir tout un discours sur l'expérience intime de la mort du proche, où on voit fleurir dans le genre qui se développe à une vitesse vertigineuse dans le second XVIIe et au XVIIIe siècle du journal intime, on voit fleurir toute une littérature très intéressante sur l'expérience affective, personnelle, sensible de ce que représente la rupture avec celui qui est mort ou bien les circonstances douloureuses qui ont entouré sa fin. Donc, l'âge baroque, cette période du XVIIe, une tension tout à fait fascinante entre d'un côté la mise en spectacle de la mort des grands, et de l'autre côté, la montée, qui bien entendu entretient un rapport avec la dynamique d'individualisation que j'évoquais tout à l'heure, un mouvement d'intimisation du rapport à la mort, une nouvelle façon de considérer le mourir comme quelque chose qui entre dans le registre de la relation interpersonnelle. Les mémoires, les romans psychologiques vont produire des descriptions de la fin sous cet angle. Et là encore, on voit bien que cette tension entre deux présentations du mourir grandiose des sermons de Bossuet et puis ce mourir affectuel des romans psychologiques ou des journaux intimes, on comprend bien, au-delà des aspirations pédagogiques et pastorales de l'Église au travers de l'Église catholique, qui au travers de la pompe donnée aux funérailles voulait rappeler son discours traditionnel sur la mort, bien entendu, on s'aperçoit que cette tension s'inscrit très très bien dans les évolutions religieuses de l'époque, entre d'un côté un mouvement qui représente Dieu comme une figure majestueuse, extrêmement lointaine, un Dieu mis en spectacle comme horloger ou comme grande puissance placée au fond des cieux et dont on attend qu'il y reste. Tout le déisme va développer cette thématique, au moment même où, de l'autre côté, toutes sortes de mouvements religieux bouillonnent, aussi bien en terrain catholique, par exemple l'école française de spiritualité, qu'en terrain protestant avec le piétisme, qu'en terrain juif avec le chassidisme, qui revendiquent un rapport intime à Dieu, un rapport de proximité, c'est des mouvements qui inventent un Dieu amical, un Dieu près du cœur. Autrement dit, cette tension entre l'intimisation d'un côté et la spectacularisation magnifique de l'autre ne joue pas seulement sur le terrain de la mort. Pour la comprendre, il faut la ressaisir par rapport à des évolutions plus larges, et notamment repérables dans le champ religieux, dans ce mouvement très spécifique de la seconde moitié du XVIIe siècle, dans lequel l'individu religieux est en train de faire sa niche, au moment même où on invente ce Dieu horloger qui préside de très loin, si possible, le plus loin possible, aux destinées du monde. Donc on voit bien dans ces figures du divin, qui entretiennent un lien dialectique avec ces représentations de la mort aussi, se jouent d'autres enjeux. Et bien entendu,
des enjeux qui correspondent au temps politique où d'un côté, on est devant la scénographie de l'absolutisme et du pouvoir royal, et de l'autre côté, le travail engagé par la réforme et la Renaissance continue, et l'individu continue à faire son chemin. Et c'est la conflagration des deux qui va exploser avec la Révolution. Donc, le problème de la mort, au-delà de tout ce qu'on peut dire du fait que dans toutes les sociétés on meurt, ce qui en un sens est une proposition triviale, nous renvoie toujours à la construction, à la mise en sens qui se réalise à des moments donnés de l'histoire et dans lesquels l'expérience du mourir change de signe, change de valence pour les individus. Alors bon, on pourrait continuer en montrant le temps des Lumières, la déstructuration, la perte du système des pompes baroques et la tendance pendant le XVIIIe à la simplification, à la fin du XVIIIe, à la simplification, à l'épuration, à la recherche d'une plus grande simplicité, d'un rapport plus maîtrisé à la mort. On voit ressurgir ceci, et ça se voit dans les documents historiographiques. Les testaments que Vauvel utilise quand il fait ses repérages dans ses configurations historiques, il étudie les testaments. Et par exemple, on s'aperçoit qu'au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, les testaments vont, dans les personnes qui vont mourir et qui prévoient les conditions de leur mort, insistent sur la simplicité qu'il va falloir introduire, sur ce qu'ils exigent comme manière beaucoup plus sobre de se rapporter à la mort, et surtout plus familiale. La mort comme enjeu, non pas de la société, du groupe en général, ou de l'Église, mais la mort comme enjeu d'une famille qui gère la mort familialement. Et cette tendance à la familialisation de la mort va se déployer tout au long du XIXe siècle. Alors, je n'insiste pas davantage, mais je crois que c'était intéressant, avant de parler de notre rapport d'aujourd'hui à la mort, de restituer cette épaisseur pour bien faire réaliser que ce qu'on appelle le rapport à la mort, eh bien, c'est une réalité sociale, c'est une production de la société, à la fois une production de sens et c'est une production de pratiques. De pratiques qui sont liées, vous l'avez vu, aux conditions démographiques et économiques, à l'état des savoirs. J'ai fait le parallèle avec l'évolution de la religion parce que c'est mon domaine, mais j'aurais tout aussi bien pu le faire avec l'évolution de la médecine, par exemple, et voir comment tout ceci s'articule. Ça a un rapport avec les logiques du pouvoir et de la domination. On ne meurt pas de la même façon sous un monarque absolu et sous un seigneur féodal. Ça paraît bizarre de dire des choses comme ça, mais pourtant, c'est, je crois, une bonne posture historique et sociologique. Mais c'est la société elle-même, la configuration complexe de tous ces éléments qui commandent les conditions de la spectacularisation, de l'intimisation, de l'individualisation, de la socialisation, de la mort, de sa dissimulation ou au contraire de son exhibition. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'un jeu plat de détermination socio-économique ou politique. Il s'agit, je répète, de configuration. C'est-à-dire que la manière, par exemple, de penser théologiquement la mort va avoir des conséquences sur la manière de se penser comme individu et peut-être même comme citoyen. Donc vous voyez, c'est pas, bon, la mécanique sociale bête et méchante, la démographie, l'économie, etc. Non, c'est une dialectique complexe des composantes d'une configuration dans laquelle la question de la mort est une question parmi d'autres, tout aussi déterminée socialement que toutes les autres. Ce qui est intéressant, donc, c'est de repérer le jeu complexe dans lequel le rapport au monde d'une société se réorganise et produit à chaque moment de nouveaux mondes communs dont émergent des représentations et des pratiques de la mort et du mourir. Alors, après ce balayage historique, on peut se demander ce qu'il en est de notre configuration contemporaine. Ou plutôt, je ne dis pas moderne, le titre est « Mourir en modernité », mais où commence la modernité? Il est bien évident qu'on est déjà dans la modernité quand on parle de la configuration humaniste ou réformée de la mort. Donc ne parlons pas plutôt de modernité, parlons de contemporain ou d'ultramodernité, si l'on veut, celle de la modernité avancée. Et quels sont les traits typiques? Alors, quels sont les traits typiques de cette configuration du point de vue de notre expérience propre du mourir? Alors, j'ai retenu
Et là, je reprends pour une part, mais d'assez loin, des choses qu'on trouve, que décline également Norbert Elias, 5 traits principaux. Premier trait, le premier qu'il faut mentionner, celui qui s'impose absolument, qui est d'une puissance qu'on a de la peine à réaliser tellement ça nous est évident, c'est que nous mourrons vieux. Nous mourrons vieux. On n'est jamais mort si vieux. Nous mourrons vieux et l'allongement de la vie est ici le fait central, parce que nous sommes confrontés dans des conditions nouvelles, absolument inédites probablement, et qui vont probablement le devenir encore plus dans les temps qui viennent, au phénomène du vieillissement, à la perte d'autonomie, à la dépendance. S'identifier aux morts, pour nous, c'est d'abord s'identifier aux vieux, et aux vieux très vieux, et aux vieux grabataires, aux vieux dépendants, aux vieux sans autonomie. Et il n'y a rien de plus difficile que de s'identifier aux vieux. C'est bien plus difficile que de s'identifier aux morts, en un sens. Le vrai problème pour nous, c'est la difficulté de notre identification à celui qui va mourir. Et s'il y a quelque part dissimulation, c'est qu'il y a vraiment une réalité que nous n'avons pas envie de nous colter tous les matins, c'est l'évidence de notre vieillissement. Autrement dit, on assiste à un véritable déplacement des peurs. Notre problème principal, ce n'est pas de savoir si nous allons être saisis par la mort en état de péché mortel. Ça, ce n'est pas vraiment notre souci principal. Notre souci principal, c'est de nous demander comment nous allons affronter le 4e, le 5e, voire le 6e âge. Je voudrais vous donner juste un petit point qui est quand même tout à fait frappant de ce point de vue-là. Pendant des siècles, les catholiques pieux se sont endormis en disant leurs prières du soir, et parmi ces prières, il y en avait une que nos grands-mères ont encore dite. En tout cas, ma grand-mère m'a dit l'avoir dit, et même ma belle-mère, qui est une femme âgée, qui m'a dit l'avoir encore dite, mais avec une restriction mentale totale. Mais enfin, elle le disait quand même. Et cette prière, c'était de la mort subite, préserve-nous Seigneur. Qui, aujourd'hui, parmi les croyants les plus fidèles et les plus convaincus, prie pour que la mort subite lui soit épargnée? S'il y a une prière que nous faisons encore, si tant est que nous prions, c'est que Dieu fasse que la mort subite nous soit accordée. Mais ce n'est pas anecdotique du tout. Je saisis la chose à partir d'une anecdote, mais ce n'est pas du tout anecdotique. Ça veut dire qu'en fait, notre rapport à la mort est commandé par le problème majeur du rapport que nous avons aux personnes très âgées. Et il est bien évident que la notion même de personne âgée s'est complètement déplacée. Aujourd'hui, on n'est pas âgé à 80 ans. Alors, ce problème du rapport aux personnes âgées, il est compliqué, il est rendu en plus extrêmement compliqué dans nos sociétés par l'accroissement de ce qu'on pourrait appeler les gaps, les écarts culturels entre les générations. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Nous sommes dans une société où les identités, les habitus culturels, les représentations du monde se transmettent de moins en moins de génération en génération. On sait bien, par exemple, que les identités religieuses se transmettent de moins en moins et qu'on est entré de façon définitive dans l'ère des identités choisies. Et même des parents, d'ailleurs, gèrent la question en disant « il choisira ». Bon. Mais le fait qu'on trouve dans son berceau une identité locale, une identité régionale, une identité familiale construite avec des références aux générations antérieures, une identité religieuse, etc., tout ceci, c'est largement déboîté. Tellement déboîté que on peut, et les spécialistes qui travaillent sur les cultures générationnelles font apparaître que, probablement d'une façon inédite dans l'histoire, les différentes générations, et c'est de plus en plus rapide, ont des types de cultures
extrêmement disjointes les unes des autres. Songez, on a beaucoup parlé, c'est tout bête, mais à ce que représentait l'introduction de l'ordinateur dans les familles, avec la figure du père de famille qui, bien entendu, savait tout, et en tout cas plus que son fils, et qui devait lui montrer les choses, et puis le père qui appelle son fils pour lui dire, est-ce que tu pourrais pas je suis planté, est-ce que tu pourrais pas venir me débloquer, s'il te plaît? Bon, à travers ces anecdotes que chacun peut multiplier et repérer dans sa propre expérience, se dit quelque chose d'écart culturel entre générations qui rendent très très compliqué le rapport au vieillissement. Car le vieillissement est de moins en moins perçu comme un chemin linéaire qu'on parcourt à l'intérieur d'une culture à peu près homogène, et de plus en plus perçu comme l'appartenance à des mondes différents. Et ceci a évidemment toutes sortes de conséquences. Mais, là encore, il y a des tendances en sens contraire. Des tendances en sens contraire, et en particulier le rôle non seulement culturel, mais symbolique, mais économique, on l'a vu pendant les périodes un peu critiques du point de vue de l'emploi, du rôle des jeunes grands-parents, qui deviennent soutiens de famille, alors qu'avant, c'était les jeunes qui soutenaient les vieux. Non, on sait bien maintenant que c'est très souvent les vieux qui soutiennent les jeunes. Et cette situation où les plus jeunes, et c'est ces renversements, ces bousculements dans les relations intergénérationnelles a d'importantes conséquences sur notre façon de nous rapporter aux générations les plus anciennes, et donc doit être pris en compte dans la manière dont nous déclinons notre rapport au mourir. Premier point donc, nous mourons vieux, et c'est bourré de conséquences sur notre façon de nous rapporter à notre propre mort et à la mort des autres. Deuxième proposition, nous mourrons beaucoup moins de façon violente. Nous mourrons beaucoup moins de morts violentes. Alors je sais bien que quand on dit ça dans les temps sécuritaires que nous vivons, où la question de la violence est tellement centrale, c'est une proposition qui peut apparaître tout de même un peu choquante, et on est prêt, j'imagine, aussitôt à me faire valoir la violence routière, les morts sur les routes, et la violence aussi de la présence violente de la mort dans nos sociétés. Dont acte. Mais enfin, il ne faut pas que cette sensibilité à la violence, qui nous est très propre, nous n'avons jamais été aussi sensibles au caractère indigne et insupportable de cette violence, tout simplement parce que cette violence, elle est de moins en moins tolérée socialement, car nous sommes entrés dans une société relativement, je dis bien relativement pacifiée, où en tout cas la violence n'est pas, en principe, le lot commun de la vie ordinaire. Alors, le principal élément, c'est que nous vivons dans des sociétés de droit, dans lesquelles le recours à la violence qui tue, est interdit et puni. Alors bien sûr, il y a des limites, on le sait, je le répète, à cette pacification. D'une part, la violence est souvent tenue cachée, et il y a de la violence tenue cachée qui tue dans nos sociétés, bien entendu. Il y a aussi des déplacements des formes de la violence. C'est vrai qu'il y a peut-être moins de violence physique, mais que les formes de la violence morale sont probablement devenues extrêmement sophistiquées. Et on sait aussi, ô combien, toutes sortes d'expériences le prouvent amplement, que nos barrières à l'interdit de tuer sont en réalité extraordinairement fragiles. Mais quoi qu'il en soit, nous vivons dans des sociétés incomparablement plus sûres que les sociétés d'un passé même proche. Même proche. L'élément central, je le répète, c'est le droit, mais que l'on songe à la manière dont on pose aujourd'hui des problèmes comme ceux de la sécurité alimentaire, ceux de la sécurité sanitaire, ceux de la protection sociale, ceux du progrès technique, bien sûr, qui n'est pas sans ambivalence. On sait bien que la cause principale de la mort des petits-enfants, c'est l'accident domestique. Mais, néanmoins, dans une société où le risque, bien entendu, n'a pas disparu, où nous savons très bien qu'existent des menaces de destruction massive, comme aucune configuration historique, aucune configuration de civilisation n'en a probablement jamais connu. Encore que les épidémies et les famines, c'est pas mal non plus. Mais enfin bon, nous savons que nous pouvons être soumis à la mort de masse. Mais malgré tout, subjectivement, nous ne vivons pas en permanence avec cette violence pendue au-dessus de nos têtes. Nous savons qu'elle est là,
paradoxalement d'ailleurs, et ce serait intéressant à étudier, la manière dont la télévision, les médias mettent en scène cette violence de masse, la tient à distance en même temps qu'elle nous la rend consciente, mais subjectivement, au quotidien, nous ne vivons pas dans l'imminence permanente de la mort violente. Bien sûr, oui, on prend sa voiture, on se rend sur l'autoroute et on se dit, est-ce que j'arrive au bout? Ça, d'accord. Mais néanmoins, se faire tuer au coin d'un bois est en principe quelque chose d'exceptionnel et que la société réprime. Ce ne fut pas toujours le cas, à beaucoup près. Les morts anonymes, qui sont pour nous un scandale, je pense par exemple aux morts dans la rue, aux morts de SDF, pour lesquels il y a eu à la mairie de Paris, il y a quelques mois, une tout à fait étonnante célébration pour ces morts sans nom, ou ces morts dont le nom avait été récupéré contre l'anonymat qui avait déjà envahi l'ensemble des choses. Eh bien, si nous sommes bouleversés par ces situations-là, c'est que la mort anonyme, la mort dans la rue, est pour nos sociétés quelque chose d'intolérable, quelque chose que nous ne pouvons pas admettre, qui nous paraît aller contre notre sens élémentaire de la dignité humaine. Bon, il faut penser que des sociétés entières ont vécu avec les morts dans la rue, beaucoup plus que nous l'imaginons. Donc, nous vivons bien, oui, dans une société très consciente du risque et même obsédée par le risque, mais d'une certaine façon, d'une part, c'est parce que les risques, nous les fabriquons nous-mêmes, très largement, et d'autre part, parce que nous savons que nous devrions pouvoir y échapper. L'obsession du risque proche est d'une certaine façon l'indice en creux du fait que nous vivons dans une société plus sûre. Alors, cette expérience nouvelle du risque, qui n'est plus la même que celle de sociétés du passé, déplace évidemment l'expérience de la mort elle-même, et en particulier contribue à sa défatalisation. Si, à certains égards, nous pouvons être dits avoir particulièrement peur de la mort, je dirais que nous sommes surtout particulièrement indignés devant la mort. Et cette défatalisation, cette indignation qui nous saisit, elle est liée au troisième trait de notre configuration ultra-contemporaine, qui est l'augmentation énorme de notre savoir sur la mort. Nous connaissons de mieux en mieux les raisons pour lesquelles on meurt. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment même où on dit cela, on dit oui, mais justement, les scientifiques passent leur temps à montrer la fragilité de ces repères. Oui, mais, s'il est vrai que l'avancée même de la science nous rend de plus en plus exigeants sur la connaissance de ce que c'est que de mourir, sur le plan théorique et sur le plan pratique, sur le plan du savoir médical aussi bien qu'en matière de capacité thérapeutique, nous avons la possibilité de faire reculer, comme probablement aucune société ne l'a jamais pu, le moment de la mort. Alors je n'entre pas dans la description de cette situation, puisque ça fera l'objet d'une autre conférence, la mort sous contrôle, non seulement en guérissant, mais aussi en prévenant. La thématique de la prévention associée à cette idée que nous avons non seulement la possibilité, mais le devoir de placer la mort sous contrôle. Et nous faisons de formidables efforts scientifiques pour y parvenir. Nous faisons de formidables efforts scientifiques aussi pour prévenir la cause devenue principale du mourir, qui est le vieillissement. C'est que c'est un pôle de développement énorme de la recherche, c'est la recherche sur le vieillissement. Nous sommes donc d'ailleurs, à travers l'augmentation de ces savoirs techniques et de ces pratiques thérapeutiques liées à la mort, nous sommes dans une problématique très naturalisante de la mort. Nous naturalisons la mort comme la fin logique d'une vie longue, elle doit être longue, mais logique, puisque nous pouvons en rendre compte avec les moyens de la science, une fin logique qui ne sanctionne rien, qui n'ouvre sur rien, qui est d'abord et avant tout un événement d'un processus biologique. Alors, quand on a dit ça, la question qui vient est évidemment celle de savoir si notre obsession de faire reculer le moment de la mort avec les moyens techniques dont nous disposons a comme conséquence inéluctable le repli des croyances sur la mort. On l'a pensé. On a pensé
que plus on maîtrisait techniquement le processus, plus l'espace des croyances se rétrécirait. En fait, on s'aperçoit là encore que ce n'est pas une perte, mais une série de déplacements. Nous ne projetons plus notre survie de la même manière que le faisaient d'autres civilisations qui le liaient, par exemple, à la représentation d'un autre monde. Mais pour autant, les croyances en rapport avec la mort se portent bien, elles se portent même remarquablement bien, c'est même probablement la sphère des croyances qui prolifère le plus. Et là-dessus, on a énormément de données, parce qu'on fait il y a un certain nombre de gens, je n'en suis pas, mais je m'intéresse à ce qu'ils font, qui font des études très extensives sur les croyances contemporaines. Moi, la manière d'interroger les gens dans ce genre de grandes enquêtes me pose toujours de très cruels problèmes. Mais malgré tout, au moins dans les grandes lignes, ces grandes enquêtes donnent quand même des indications. Et elles donnent quoi comme indication? Elles donnent, d'abord, elles font apparaître que l'idée qu'il existe un autre monde est une idée qui s'affaisse. La croyance dans un autre monde, sous la forme du royaume, sous la forme du paradis, s'affaisse. Elle s'affaisse, ce qui ne signifie en aucune manière que l'idée d'une vie après la mort disparaisse. Alors ça paraît paradoxal. On ne croit pas à un monde autre, mais on croit surabondamment que la vie continue après le passage de la mort. Et même, dans les jeunes générations, la seule croyance de type spirituel, c'est-à-dire ayant un rapport avec le sens, qui soit en nette augmentation depuis 10 ans, dans les panels qu'on a fait sur 10 ans, c'est la croyance dans une vie après la mort. Une vie après la mort qui n'a rien à voir avec l'idée qu'on entre dans un autre monde, mais qui est une façon de se représenter sa propre continuité dans ce monde-ci ou dans un monde tout proche, sous une autre forme. Alors, dans ce glissement, on voit bien le travail qu'on appelle le travail général de la sécularisation, l'effondrement des grandes transcendances, nous sommes dans des sociétés sorties de la religion, la dévaluation des grands codes de sens portés par les grandes institutions religieuses, et le fait que les individus se réfèrent de moins en moins aux représentations du salut, du jugement, du péché, du salut, du jugement, du royaume, de l'enfer et du paradis qui pouvaient être organisés dans les grands codes de sens religieux sous diverses formes, mais qu'ils bricolent de plus en plus par petits bouts des manières de donner sens à leur désir de survie. Ils le font, mais pour autant, l'idée de cette survie continue à être extrêmement présente. Alors, ce qui est donc le grand changement, c'est l'expulsion de l'idée de jugement. L'idée que la vie est faite pour se préparer à la mort n'a pratiquement aucun sens, notamment dans les jeunes générations. Si vous vous demandez est-ce que vous pensez que la vie s'est faite pour se préparer à la mort, d'abord la question n'est même pas comprise, donc il faut d'abord s'expliquer longuement, et en plus les réponses sont extrêmement dubitatives. Des notions comme l'enfer et le paradis sont des notions, là je résume très grossièrement les résultats d'enquête, sont des notions à peu près complètement abandonnées, enfin pas complètement abandonnées, le paradis se porte bien, l'enfer a un plomb dans l'aile considérable. Mais le paradis, pourquoi pas, hein, l'idée d'un monde plaisant, agréable, d'où toute souffrance serait bannie, c'est quand même assez gratifiant. L'enfer, alors, ne fait pas du tout recette. Mais tous ces changements, je répète, ne signifient pas que les croyances touchant à l'après-mort soient changées. Elles sont simplement déportées, elles sont reportées, notamment dans toutes les croyances qui touchent à la question du vieillissement qui pourrait être indéfiniment retardé. Ça, c'est un pôle de reconstruction de croyances, la croyance dans l'idée que si la science fait encore quelques progrès, on pourra rester éternellement jeune, beau, bien portant, une sorte de mythe de Faust. Et j'attire votre attention sur le lien, et ça c'est un phénomène très général des croyances contemporaines, de lien que ces croyances à la possibilité de refouler le vieillissement et même de faire refluer, de redevenir jeune, le lien que ces croyances ont avec le développement de la science elle-même.
C'est-à-dire qu'on va chercher du côté de la science des éléments qui permettent de nourrir la croyance. On attend des scientifiques qu'ils produisent ce qui va permettre d'alimenter ce type de croyance. Alors là, dans les nouveaux mouvements religieux, les nouveaux mouvements spirituels, on retrouve ceci d'une façon importante. Croyance, deuxième type de croyance, les croyances associées à l'idée d'une revitalisation possible. Alors bon, quelquefois ça prend des formes extrêmes du genre de la cryogénisation ou de la congélation en vue d'une revitalisation possible le jour où la science le pourra, donc avec toute une mythologisation de la puissance illimitée du savant. Ceci est relativement marginal. Mais ce qui est par contre extrêmement envahissant, c'est les formes de la croyance contemporaine à un au-delà, mais un au-delà qui n'est pas un au-delà du monde, mais une continuation de la vie sous une forme ou une autre, et si possible la même, dans ce monde au-delà de l'événement de la mort. Alors, il y a deux espaces empiriques où on peut très très bien étudier ça. C'est tout ce qui a un rapport avec la communication avec les morts, qui sont des pratiques extraordinairement répandues. Le succès des pratiques spirites, assorti d'ailleurs d'une extrême technicisation de ces pratiques spirites. On utilise des magnétophones, on utilise des vidéos, on ne se contente pas de faire tourner les tables comme on le faisait au XIXe siècle, ou au XVIIIe ou au XVIIe. Non, on utilise la technologie la plus moderne et on fait des enregistrements dans des moments opportuns où on entend des vibrations, où on capte des vibrations qui permettent de dire qu'on est en communication, etc. Ceci, avec des formes souvent très sophistiquées, est incomparablement plus répandu qu'on l'imagine. Et dans toutes les sociétés les plus modernes, et spécialement dans les couches sociales les plus culturellement dotées. On ne fait pas tourner les tables quand on est dépourvu de capital culturel, on y est très porté quand on a fait des études supérieures. Aussi étrange que ceci paraisse. La croyance aux phénomènes paranormaux et à la possibilité de les maîtriser augmente avec le capital culturel. Bon, je vous livre ça pour ce que ça vaut. Le plus intéressant, évidemment, c'est la croyance revisitée dans la réincarnation et l'extraordinaire succès de la croyance dans la réincarnation. Alors la croyance dans la réincarnation, c'est tout à fait intéressant. En gros, selon ces grandes enquêtes quantitatives, bon, je répète tout mon scepticisme sur ces choses, mais malgré tout, elles sont utiles à un niveau de généralité aussi important que celui-là. Ces grandes enquêtes quantitatives, elles montrent qu'en gros, un quart des Européens et des Nord-Américains déclarent croire à la réincarnation. Quand on leur demande est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose après la mort, à peu près 50% vous répondent que oui. Et si vous avez et une énorme proportion répondent je ne sais pas. La France est le pays où il y a le plus de gens qui disent je crois qu'il n'y a absolument rien du tout. Je le tiens fermement après la mort, c'est le néant. Il y a 14% de Français qui tiennent ce type de position. Nous sommes exceptionnellement plus athées que les autres Européens et bien sûr que les Nord-Américains. Mais par contre, quand on demande aux Français, est-ce que vous pensez on les interroge sur la façon dont ils se représentent l'au-delà, eh bien, il y en a 25% qui déclarent croire à la réincarnation. Alors évidemment, ce qui est intéressant, ce n'est pas le chiffre. C'est qu'est-ce qu'ils mettent sous le terme de réincarnation. Alors, inutile de préciser que ça n'a rigoureusement rien à voir avec la croyance bouddhiste ou hindouiste dans les cycles migratoires des âmes et surtout, et c'est ça probablement le plus amusant, si j'ose dire, le fait que cette vision de la réincarnation est associée à une idée d'optimisme. Quand on dit, mais pourquoi vous croyez à la réincarnation? C'est une croyance positive. Alors que, par exemple, la résurrection, ça ne dit rien du tout. Mais alors, la réincarnation, c'est une croyance positive. Alors, si vous dites à un bouddhiste que la vision de la réincarnation est une vision positive, trouvez ça très, très, très étrange, puisque c'est une épreuve à laquelle il faut parvenir à échapper. Non, là, la réincarnation est une épreuve positive. Et surtout, cette réincarnation, bien entendu, n'a rigoureusement rien à voir avec une idée de purification liée à la vie qui vient, et en particulier, personne n'imagine de se réincarner dans une mygale ou un crocodile. Si on se réincarne, c'est en soi-même, jeune, bien portant, performant sexuellement, réussissant socialement et éternellement dans cet état de jeunesse idéale. Au fond, si je voulais schématiser, et ça je peux vous assurer que vraiment à partir d'entretiens approfondis avec des gens déclarant croire à la réincarnation, c'est vraiment ce qui domine, c'est la représentation, au fond, qu'on va refaire le parcours qu'on a déjà fait, mais cette fois on ne loupera pas les bons embranchements.
Et c'est vraiment ça. Alors, on est assez éloigné, effectivement, de la croyance dans la réincarnation, mais c'est extrêmement actif comme croyance. C'est notamment très actif chez les jeunes, c'est-à-dire les moins de 25 ans, entre 18 et 25 ans, et c'est là que les taux sont les plus élevés. J'ajoute, parce que ce n'est pas inintéressant, que la proportion de personnes déclarant croire à la réincarnation est plus élevée chez les catholiques pratiquants réguliers que chez les autres. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on parle réincarnation pour tenter de donner un contenu désymbolisé à la notion de résurrection. Et j'ai de ce point de vue-là une anecdote que je ne peux pas m'empêcher de raconter. Je me trouvais pendant les JMJ, quand le pape est venu en 1997 à Paris, avec une équipe de doctorants, on a fait un terrain didactique et on suivait des groupes de jeunes partout, et notamment dans les catéchèses. Et donc dans les catéchèses, il y avait des évêques répartis dans toutes les églises de Paris qui disaient aux jeunes de quoi voulez-vous parler, puis il y avait des thèmes, enfin il faisait un enseignement. Et donc je me trouvais assise par terre avec un groupe de jeunes dans une église et une jeune fille à qui j'ai demandé d'ailleurs comment elle s'était inscrite au JMJ, qui m'a dit je suis passée par ma paroisse, donc ça prouve que c'était une petite catholique socialisée normalement, enfin bon, qui avait été au catéchisme en tout cas, elle était passée par sa paroisse. Et elle lève le doigt et elle dit moi je voudrais qu'on parle de quelque chose qui me tient à cœur mais qui me préoccupe vraiment, je voudrais qu'on en parle. Ah, j'arrive pas à retrouver le mot, mais je l'ai sur le bout de la langue. Mais elle se tourne vers ses copains. Elle dit, enfin, comment ça s'appelle la réincarnation chez les chrétiens? Ce qui donne une idée des brouillages de notions. Pour le coup, là, on est dans les bricolages de signification. Mais cette croyance revisitée dans la réincarnation, sous cette forme très élémentaire et assez fruste, il faut bien le dire, on la trouve très répandue chez les jeunes, mais on la trouve élaborée comme croyance positive qui permet d'assumer l'éventualité du mourir de manière assez large dans la population. Je vous répète, un quart des Européens et des Américains du Nord. Alors, ce qui est frappant, quand on regarde ces différentes configurations de croyances que je vous dessine de façon assez rapide, ce qui est frappant, c'est que ce sont toujours des problématiques intramondaines de la survie et de la survie individuelle. On ne parle pas d'un royaume, on ne parle pas d'un autre monde, on ne parle pas d'un pays où coule le lait et le miel, on parle de continuer à vivre dans le monde tel qu'il est, mais mieux. Et on parle de soi. Et ceci m'amène à mon 5e point, qui est évidemment le plus important pour l'ensemble de l'analyse de notre configuration moderne du mourir, qui est que nous mourrons et nous pensons l'après-mort comme nous vivons, c'est-à-dire en individu. Le trait majeur de la problématisation de la mort en modernité, c'est que la question de la mort, sous tous ses aspects, des conditions pratiques de la mort jusqu'aux croyances que la mort suscite, est une question d'individu. Et non plus une question considérée comme une question... Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une question socialement produite, mais elle est socialement produite comme question d'individu. La mort est, par excellence, un fait privé. Ceci n'a pas du tout toujours été. On sait que dans les sociétés traditionnelles, la mort pouvait être publique. Il y a toutes sortes de tableaux, et jusqu'au XIXe siècle, où on voit la chambre du mourant bourrée de monde qui s'agitait autour du lit. Elle est devenue, surtout au XIXe siècle, un fait collectif de la sphère privée, comme fait familial. La mort est aujourd'hui très largement la mort de l'individu seul, et bien entendu, qu'on représente immédiatement dans la structure bureaucratique, non pas dans un sens évaluatif, mais dans un sens de description d'un type d'organisation dans la structure bureaucratique de l'hôpital. Ceci correspond à des évolutions sociales globales. Imaginez que nous pensions à l'homme au travail, non pas à l'homme en train de mourir, nous aurions probablement des descriptions très proches de cette individualisation à l'intérieur de structures bureaucratiques. Mais ce qui m'intéresse surtout, bien sûr parce que je suis sociologue des religions, mais pas seulement, parce que je pense que c'est central dans la configuration que j'essaye d'identifier là, c'est de bien voir que cette mort en individu, elle a deux faces. Il y a une première face qui est effectivement à la logique de l'individualisation, celle que nous associons à la solitude, celle que nous associons à la rationalisation bureaucratique de la vie dans tous les domaines, et particulièrement dans le domaine de la santé. Et nous l'associons, cette individualisation, à une idée de dépersonnalisation.
le patient qui va mourir est un numéro de chambre ou un numéro de dossier. Oui, ceci, c'est une des phases du processus, c'est une des phases du processus de l'individualisation bureaucratique, propre, je le répète, à l'ensemble des activités sociales dans nos sociétés, mais qui trouve, y compris sur le terrain du mourir, sa réalisation. Mais il y a l'autre face, qui est l'autre face de la construction de la mort comme fait d'individu, qui est aussi la logique de la personnalisation. La mort comme expérience personnelle, et avant tout comme expérience personnelle. Cette mort comme expérience personnelle, elle ne surgit pas de nos hôpitaux ou de la construction de notre système de santé tel qu'il est, ou de la dissolution supposée des liens sociaux dans les sociétés modernes. Elle surgit, j'ai essayé de le montrer dans la première partie, elle surgit d'une longue trajectoire historique qui est celle de l'histoire même de l'individuation, dont l'une des étapes majeures est bien entendu la Renaissance et la Réforme. La mort comme expérience personnelle, prise dans un mouvement d'intimisation où la conquête du droit à avoir une vie privée, qui est une immense conquête de la modernité. Nous ne vivons plus en public, nous avons droit à une intimité, nous avons droit à une vie privée. Et ceci n'est... Regardons-le de temps en temps autrement, sous l'angle de l'individualisation morne qui nous coupe des relations sociales. Regardons-le dans ce que ça signifie de la possibilité de nous affirmer comme des sujets autonomes dans un monde dans lequel nous sommes libres de nous positionner et non pas dans lequel nous sommes placés du fait d'adhérence communautaire et de détermination statutaire. La conquête du droit à avoir une vie privée porte avec elle le droit à avoir une mort privée. Et oui, cette réalité de la privatisation n'est pas seulement à regarder sous l'angle de la solitude du mourant, ou plutôt, il faut admettre que cette solitude de l'individu moderne est le prix à payer de l'autonomie de l'individu moderne, c'est-à-dire de la possibilité qu'il a de s'affirmer comme sujet dans un monde où il n'est pas prédéterminé et préplacé par tout un ensemble de déterminations sociales. Alors, bien sûr, quand il s'agit de mourir, pas une expérience extraordinairement plaisante en tout état de cause, ce prix à payer apparaît particulièrement lourd parce que nous devons nous confronter seuls, oui, de toute façon seuls, même si nous sommes bien entourés, à la réalité de notre mort et à la question de notre mort anticipant cette réalité. Et mourir en modernité répond à une tension entre ces deux logiques dont l'intrication se révèle dans un impératif moderne qui peut devenir une contrainte terrorisante, celle de réussir sa mort. Celle de réussir sa mort. On est sommé de s'accomplir dans tous les domaines, on est aussi sommé de réussir sa mort. Ceci est la face, le prix à payer du droit que nous revendiquons de nous affirmer comme sujet, rappelons-le. Mais il est vrai que ça peut devenir une contrainte psychique épuisante. Et quelquefois, plaçant les individus eux-mêmes dans des situations absurdes. Prenons une situation beaucoup moins dramatique, ou plus exactement, en un sens aussi dramatique, mais moins décisive que celle de la mort, qui est une observation de terrain que j'ai pu faire auprès d'une jeune femme qui venait d'accoucher, qui avait à côté d'elle un superbe bébé magnifique qui pétait de santé et qui était en larmes. Je lui dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Non, il va très très bien, il est superbe, il pèse presque 4 kilos, il braille comme un veau, il boit comme un trou, tout va bien. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai raté mon accouchement. Et elle avait crié. Et oui, elle avait crié. Or, toute la préparation autour de la thématique positivons l'acte de la naissance, préparons-nous à un moment dans lequel nous devons être pleinement nous-mêmes, accomplissons-nous, éclatons-nous dans notre accouchement, interdisait qu'elle crie. Et donc la malheureuse avait raté son accouchement. Bon, cet exemple est pas grave du tout, c'est-à-dire que j'ai pu me permettre à côté d'elle d'éclater de rire et de lui dire d'arrêter ses salades. Bon, mais, ça ne se joue pas de la même façon quand il s'agit du mourir. Or, l'impératif
de réussir sa mort, d'une certaine façon, nous pèse déjà. Et elle pèse en particulier sur nous dans la manière dont, d'une façon obsessionnelle, un certain nombre de nos contemporains s'efforcent de réussir leur vieillesse, quitte d'ailleurs à en mourir. Nous voyons donc émerger dans cette tension une nouvelle figure du bien mourir, dont il sera question la semaine prochaine, une figure dans laquelle quelque chose se joue de l'accomplissement, assez grandiose, de la dignité tragique du sujet autonome. C'est parce que nous consentons à cette autonomie que nous pouvons être des sujets et, entre autres, des sujets politiques, des citoyens. Mais en même temps, nous redoublons l'épreuve de la déliquescence dans la mesure où nous sommes contraints de vivre cette affaire dans une solitude qui peut être extrêmement douloureuse. Alors simplement, au fond, si j'ose dire, mon propos est simplement une tentative pour que, face à ces problèmes que pose la solitude des mourants, comme dit Elias, malgré tout, nous ne jetions pas entièrement le bébé avec l'eau du bain, car mourir en sujet est aussi une conquête de la modernité, une conquête ambivalente, une conquête lourde à porter, une conquête qui nous contraint à produire nous-mêmes le sens de cet événement sans qu'aucune instance ne puisse nous donner le sens tel que nous allons le vivre. C'est ça l'immense différence avec ces fameuses sociétés pleines du passé. Il y a eu des moments où il y avait des instances dans la société qui donnaient le sens des choses. Nous, quoi que nous fassions, que nous travaillions, que nous ayons des relations amoureuses, que nous mettions des enfants au monde, que nous nous nourrissions, que nous distrayions ou que nous mourons, nous sommes sommés de produire le sens de ce que nous vivons. Alors ça a un coût. Voilà. Ça a un coût qui ne veut pas dire que notre société est plus vide par rapport à des sociétés plus pleines. Elle est d'abord différente. Mourir en sujet, c'est un privilège et c'est un coût. Nous ne sommes pas d'ailleurs totalement sans recours devant cette situation. Il est faux de dire que nous déboucherions sur le vide de cette solitude. Je pense qu'à travers la mise en place, nous avons certes perdu les grands dispositifs rituels dans lesquels le sens de l'événement se donnait pour la collectivité entière. Nous le refabriquons par petits bouts, modestement, c'est vrai, mais c'est vrai dans tous les domaines. Nous reconstruisons le sens de la fidélité dans le couple, nous reconstruisons le sens du fait de mettre des enfants au monde, nous reconstruisons le sens d'essayer de maîtriser à peu près son rapport à l'alimentation, etc., etc. Nous reconstruisons le sens toujours par petits bouts, nous n'avons plus de code. Nous avons à le fabriquer et nous le fabriquons avec des difficultés, probablement s'agissant de la mort avec des difficultés particulières, mais tout ce qui se joue, par exemple, et il en sera question, donc je ne veux pas anticiper, autour de l'accompagnement, autour de la reconstitution à travers la figure de l'accompagnant, d'une altérité, non plus des codes de sens que des grands rituels prescrivent, mais des gens qui s'appliquent simplement à dire ce qui fait sens pour toi, c'est-à-dire le fait que tu es en train de mourir. Ça fait sens pour moi. C'est à travers ces jeux de la validation mutuelle du sens que se produisent au mieux, les significations dans des sociétés d'individus. On peut reprendre le problème par tous les bouts, nous n'y couperons pas. Je vous remercie.